Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, les premières estimations de croissance qui sont tombées ce matin pour différents pays de la zone euro et pour la zone euro dans son ensemble. Une croissance en zone euro qui reste très médiocre, évidemment, au rythme des restrictions sanitaires qui étaient encore relativement dures ici et là au cours du premier trimestre. Moins 0,6% donc au final pour le PIB zone euro au premier trimestre, avec grosso modo une image assez négative, puisqu'on voit l'Allemagne qui délivre une croissance négative d'1,7% au premier trimestre, l'Italie moins 0,4%, l'Espagne est à moins 0,5%, le Portugal est à moins 3,3%, seule exception, la France qui s'en sort un peu mieux que les autres, plus 0,4%, la France qui avait accusé quand même une baisse un peu plus marquée que d'autres pays au cours du trimestre précédent. Donc on va dire que entre le dernier trimestre 2020 et le premier trimestre 2021, les choses sont à peu près homogènes, et la zone euro qui reste donc dans cette situation d'enlisement en attendant une accélération de la réouverture des économies. Et à ce titre, évidemment, on a tous en tête les calendriers, le calendrier français ou d'autres, calendriers de réouverture bien sûr, qui sont en train d'apparaître dans le paysage. Les publications d'entreprises également qui sont toujours au rendez-vous en cette fin de semaine, avec de bonnes publications saluées par les marchés, en tout cas pour Safran et pour Saint-Gobain également, deux titres qui figurent parmi les plus fortes hausses du jour à Paris. On notera à l'inverse, malgré de très bons résultats chez BNP Paribas, sans doute quelques prises de profit pour la première banque française et européenne. Des marchés au final qui restent assez équilibrés en fin de semaine. Sur les indices européens, on tourne autour de l'équilibre. Le CAC 40 reste à proximité des 6300 points. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Et comme chaque dernier vendredi du mois, le grand tableau de bord des marchés du mois d'avril, un mois qui aura été positif dans son ensemble pour les marchés actions en Europe, aux États-Unis, avec toutefois quelques facteurs un peu différents par rapport aux tendances qu'on observait depuis l'arrivée des vaccins ces derniers mois. On en parlera avec nos deux invités du dernier vendredi du mois, Bertrand Lamiel, directeur général de Ports en Par Gestion, et Jean-François Bay, directeur général de Cantalis, qui seront avec nous pour cette demi-heure. Des marchés sans grand enthousiasme en cette fin de semaine. Les indices européens sont proches de l'équilibre à mi-séance. Le résumé complet avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. La tendance revient aux alentours de l'équilibre à la mi-journée après une ouverture dans le vert pour le CAC 40. L'indice parisien qui revient aux alentours des 6300 points, niveau juste au-dessus duquel il était à la clôture de la place parisienne hier soir. La séance du jour qui est encore l'occasion pour les investisseurs de découvrir des résultats d'entreprise avec notamment BNP Paribas, Safran ou encore Saint-Gobain au sein du CAC 40, mais aussi Amazon aux États-Unis. Avant cela, les investisseurs ont pu prendre connaissance de l'estimation de croissance du PIB en France au premier trimestre. Celle-ci ressort en progression de 0,4% sur la période, une progression qui, même légère, dépasse les attentes des analystes qui attendaient 0,1% sur la période, après le recul de 1,4% le trimestre précédent, qui faisait lui-même suite à un rebond de plus de 18% au troisième trimestre 2020. En France, toujours, l'inflation ressort de son côté en progression de 1,3% au mois d'avril après 1,1% au mois de mars. Une hausse due essentiellement à la hausse des prix dans les services et l'énergie. Notons également que les dépenses de consommation en France ont reculé de 1,1% au mois de mars par rapport au mois de février, en lien avec les mesures de restriction. Côté statistique toujours, mais en zone euro à présent, on note que la croissance du PIB ressort, elle, en recul de 0,6% au premier trimestre 2021, un niveau qui reste cependant au-dessus du consensus alors que les analystes anticipaient un recul de l'ordre de moins 0,8% sur la période. Du côté des valeurs à présent, les investisseurs ont tout d'abord pu prendre connaissance des résultats trimestriels d'Amazon. Amazon qui triple ses profits à 8,1 milliards de dollars, tandis que le chiffre d'affaires du géant de la distribution en ligne progresse de 44% à 108,5 milliards de dollars. Amazon qui est d'ailleurs confiant pour la suite puisqu'il promet que le prochain trimestre sera lui aussi un trimestre avec plus de 100 milliards de dollars de ventes, soit le quatrième trimestre consécutif pour Amazon. Amazon qui se vante d'ailleurs de voir toutes ses verticales progresser, autant son activité e-commerce que la branche services aux entreprises, les recettes publicitaires ou encore le cloud.
En France, BNP Paribas annonce de son côté un bénéfice net en hausse de 38% sur un an à 1,76 milliard d'euros, au-dessus des attentes des analystes. L'activité de la banque a notamment été portée par ses activités de marché qui progressent de plus de 24% sur la période, mais aussi par une diminution des provisions pour les éventuels impayés face à la crise sanitaire. Paris toujours, Safran annonce de son côté confirmer ses perspectives pour l'ensemble de l'année, même si ses revenus au premier trimestre reculent de 37,9%. Un recul en phase avec les objectifs de Safran pour l'année. Notons d'ailleurs que ce recul d'activité témoigne autant de la détérioration du trafic aérien sur le trimestre actuel que sur le fait que les effets de la pandémie sur l'activité de Safran ont commencé à véritablement montrer leur impact à partir du deuxième trimestre 2020. Saint-Gobain fait état de son côté d'une progression de 14,3% de ses ventes trimestrielles à 10,4 milliards d'euros. Une accélération des ventes portée par sa division solutions durables et performantes, même si les performances de l'ensemble de ses activités ont été solides. Et on continue avec Vallourec qui annonce de son côté relever ses objectifs financiers pour 2021 suite au constat de perspectives meilleures que prévues sur certains de ses marchés. Et on finit donc avec des résultats trimestriels toujours en France. LDLC qui voit de son côté son chiffre d'affaires progresser de 50,7% au dernier trimestre de son exercice décalé à 182 millions d'euros, porté par la demande toujours en hausse de produits informatiques, que ce soit sur ses branches B2C ou B2B. Nicolas Pagnès avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Comme chaque dernier vendredi du mois, le grand tableau de bord des marchés du mois d'avril, un mois qui aura été positif encore pour les marchés actions en Europe, aux États-Unis notamment, et on en parle avec Jean-François Bay, directeur général de Cantalis. Bonjour Jean-François. Bonjour. Et Bertrand Lamiel, directeur général de Ports en Par Gestion avec nous également. Bonjour Bertrand. Bonjour Grégoire. Messieurs, bienvenue, merci d'être là. Jean-François, commençons avec vous pour avoir la photo un peu globale, notamment en termes de flux de marché. Les indices actions sont positifs sur le mois d'avril en Europe, aux États-Unis, et les flux actions continuent de soutenir ce mouvement de reprise des marchés actions. Oui, vous l'avez dit, on a eu un mois d'avril positif sur les marchés, positif sur les flux. On a 20 milliards de collectes en Europe sur des fonds actions. On est un peu dans la tendance de ce qu'on avait eu depuis le mois de novembre. Ça s'est calmé, c'est moins fort, puisque c'était un peu plus de 30 milliards par mois. Là, on est sur 20 milliards sur le mois, mais ça reste un intérêt pour des investisseurs sur les actifs risqués. C'est aussi à noter 20 milliards de collectes sur des fonds monétaires. Par le passé, il y avait cette rotation. On évoquait cette rotation sur le premier trimestre 2021 qui se calme un peu, puisque les investisseurs reviennent sur des fonds monétaires. Et ça reste très timide sur des fonds obligataires. Le match dans les fonds obligataires, c'est plutôt sorti sur des govies emprunts d'État et rentré sur le crédit. Globalement, en fait, ce qui change en 2021, c'est un peu du ruck et du contre-ruck, si vous suivez le rugby. Il y a des attaques-défense, et à un moment donné, ça bouge, mais pas pour les mêmes raisons. Donc, ce qui est intéressant, c'est ce qui s'est passé à l'intérieur du marché. Ouais. Même si ça reste positif, on a vu les flux de collecte, en fait, se positionner, cette fois-ci, sur des thématiques plus défensives. L'or a été joué. Les thématiques tech, climat, environnement ont été privilégiées. Donc il y a à peu près, pour vous donner une idée, 1 euro sur 2 qui s'est positionné sur des fonds thématiques sur le mois d'avril et depuis le début de l'année, et plutôt sur des thématiques défensives cette fois-ci. Oui, quand on dit thématique, de toute façon, ce sont des fonds qui sont investis sur les méga tendances. Et donc, c'est la logique de visibilité, de croissance, de méga-trend. Exactement. C'est plutôt des thèmes croissance, vous avez raison. Si on regarde dans le détail aussi les approches, c'est-à-dire géographiques, c'est plutôt les Nordics, on retrouve, des thématiques qui étaient évoquées début 2020, en pleine crise du Covid et du virus. Donc là, la partie période vaccin, visiblement, se calme un peu. On est plutôt sur une période virus, en tout cas en termes de thématiques. Donc on retrouve de l'intérêt pour les Nordiques, les fonds norvégiens, Scandinavie, etc. Le côté triple A, les pays triple A. Voilà. Les pays triple A, puis les pays qui ont une approche aussi environnement, valeur défensive, construction de marché, tech aussi, qui
sont très tech en Scandinavie. On avait parlé au mois de novembre-décembre des signaux faibles avec un retour de l'Angleterre, souvenez-vous, en disant il y a un effet vaccin sur l'Angleterre qui sera peut-être joué par les marchés financiers, et c'est ce qu'on avait constaté. S'il y avait un signal faible à retenir sur le mois d'avril, c'est la déception sur la Chine. Il y a des sorties sur la Chine. Il y a plus de collecte sur les obligations chinoises que sur les actions chinoises. Donc les investisseurs ont pris leur parti pour s'orienter vers le rendement chinois plutôt que sur la croissance. Je pense que la Chine, j'allais dire, c'est pas que ce soit décevant, mais on a vu les PMI ce matin sortir en Chine. C'est un petit peu décevant sur tout ce qui est industriel, exportation. C'est réconfortant sur la consommation domestique. C'est plutôt le consommateur chinois qui intéresse. Mais quelque part, j'allais dire, les bonnes nouvelles sont dans les cours. Ouais. On sort avec un PMI à 54, alors qu'au mois de mars, c'était 56. Donc du coup, les marchés, je pense qu'ils commencent à faire la fine bouche. On a acheté la rumeur. On vend en ce moment la nouvelle. Alors, ce n'est pas une vente. Le marché chinois, depuis le début de l'année, fait 4%. Donc, ça reste honorable depuis le début de l'année. Après un parcours 2020 spectaculaire. Ça a été le grand marché de 2020 qui a apporté la performance au niveau mondial. Exactement. Mais en tout cas, ce matin, le marché chinois, le Hang Seng, baisse de 2%. Il y a une sorte de prise de profit. Et c'est peut-être intéressant, illustratif de ce qui pourrait se passer sur nos pays développés qui sont en retard de phase par rapport à la Chine. En tout cas, voilà, c'est un signal faible qui nous intéresse. Voilà, un retour des défensives, un retour de la tech, un retour de l'environnement qui est peut-être juste une prise de profit maintenant qu'on a des chiffres et des résultats trimestriels, mais qui peut aussi être plus structurel en tout cas. Oui, ça montre quand même que les investisseurs ne se montrent pas aussi agressifs dans le cycle, la value, qu'ils ont pu l'être les mois précédents. Oui, il y a une question de soutenabilité sur la value, à la fois en se disant j'ai les banques, j'ai les cycliques, je veux bien revenir sur des cycliques, mais et en plus on est dans un environnement qui reste compliqué, on parle de Covid, de variants, puis il y a les résultats des entreprises aussi, je pense que Bertrand en parlera mieux que moi, qui étaient très très solides sur des valeurs tech, qui donc font prendre conscience aux investisseurs qu'on reste dans un environnement sélectif. On n'achète pas tout et n'importe quoi, on n'a pas d'approche indicielle et on revient sur de la qualité et du sélectif. Bertrand, quand on regarde effectivement, comme vous le faites chez Ports en Par Gestion, avec vos outils d'analyse, la cote, alors dans son ensemble, secteur par secteur, et puis vous screenez des milliers de valeurs, effectivement, pour voir comment elles sont positionnées dans leur phase de tendance, en accélération, en décélération. Quelle est la photo de marché là, que vous pouvez nous livrer en cette fin de mois d'avril ? Sur la big picture, quand on regarde en absolu, tout va bien. Enfin, globalement, tout monte, voire est proche de ses plus hauts. Quand on va regarder la dynamique, en fait, celles qui sont capables de continuer, on est bien lotis en France, parce que le CAC, sur l'ensemble de la zone Europe, c'est celui qui fait le mieux versus le Stock 600, qui donne les meilleures indications. On est quand même bourré de luxe et ça, c'est quand même pas mal. C'est 25% de la cote, c'est ça, grosso modo. Là, arrêté à fin mars, on était à 11% de performance sur les indices européens. Et quand on prend un indice large, j'évite de prendre un indice court parce que là, la démonstration, mais même sur un indice large comme l'Eurostoxx, donc on a 300 valeurs, 11 points de performance, il y en a 5 qui sont dus à LVMH, Hermès, ASML. Donc en fait, c'est semi-conducteurs et luxe qui ont trusté la moitié. Et c'est que des capis à plus de 100 milliards. Et donc en fait, le reste se partage les 5 derniers points. Donc il y a quand même quelque chose autour de ça. Donc voilà, donc la tendance du luxe, le luxe c'est indétrônable, donc ça reste. Et les résultats qui sont sortis, ils sont pas bons, ils sont excellents. Parce que là, c'est au-delà des attentes et avec des perspectives en gros, ça va continuer. Et ils ne sont pas impactés par les pénuries sur les semi-conducteurs et sur les matières premières, ils ont le pricing power. Donc même s'il y a des augmentations de prix de certaines matières premières, ils ont fait la démonstration qu'ils savaient faire passer l'augmentation des charges dans les prix de vente. Donc de ce point de vue-là, ça reste bien. On remarque aussi que c'est effectivement plutôt du côté des Nordiques que ça se passe bien, du côté des indices scandinaves, où là on a des indices dans lesquels on a pas mal de valeurs technologiques. Qui ont très très bien performé et qui sont souvent des valeurs autour du jeu,
Donc le jeu qu'on retrouve du jeu et du pari. Ouais. Ça marche très bien. Il y a des perspectives énormes. Ils sont extrêmement bien fondés. Ils ont la capacité à faire de la croissance externe et ils continuent à le faire. Et donc là, on l'a vu sur des sociétés comme Evolution Gaming, Embracer Road, voilà, ça marche très très bien pour eux. Ça continue de bien marcher. Donc eux, ils sont épargnés. Et autant c'est commence à être compliqué dans la tech aux États-Unis, alors même qu'on a des résultats qui sont exceptionnels. Ouais. Le S&P, on a un tout petit peu moins de la moitié des valeurs du S&P 500 qui ont publié. On est sur une croissance de chiffre d'affaires de l'ordre de 4-5%. Bon, avec un effet de base plutôt comparable, plutôt favorable. Quand on va regarder du côté des GAFAM, la moins disante, elle est à 30% de croissance de chiffre d'affaires. Tesla est à plus 70% de croissance de chiffre d'affaires. On est en train de parler de chiffre d'affaires, pas de résultats opérationnels. C'est juste carrément dingue. Des boîtes qui avaient en plus des bases de comparaison pas forcément très faciles. Elles ont bien marché l'an dernier. Elles n'ont pas baissé les drapeaux l'an dernier. Donc l'an dernier, ça a bien marché pour elles. Elles arrivent encore. Mais quand on regarde boursièrement ce qui se passe, le Nasdaq est à plus 8, le SPI est à plus 12. Donc en fait, on voit bien qu'il y a un désamour des investisseurs sur ce segment de la cote. Est-ce que c'est le démantèlement ? Ok, ça peut expliquer des choses, mais pas tout. C'est probablement plutôt du côté de la hausse des taux qu'on va trouver la réponse, parce qu'on voit que dans le même temps, on voit revenir des dossiers. Ce qui marche bien en ce moment, c'est des trucs. On a des American Eagle Outfitters, Urban Outfitters, Ralph Lauren. En gros, je vais plus au bureau, mais je dois m'habiller un peu smart pour être bien dans la visio. Donc c'est ça qui marche. Bon, je sais pas si ça va marcher longtemps, mais voilà ce qui est en train de marcher. Et puis il y a les matières premières. Et en fait, je pense qu'il y a un fil rouge qui est en train de se dessiner. C'est que dans la désorganisation qu'a mis la pandémie du Covid, il y a une désorganisation, on l'a vu et commenté sur les semi-conducteurs, ça marche bien. Et du côté de la chaîne logistique, complètement désorganisée, puisqu'à un moment donné, il fallait complètement être en Chine, puisque c'était le seul endroit au monde qui marchait. Mais derrière, on s'est retrouvé avec des manques de conteneurs en Europe et aux États-Unis. Le canal de Suez n'a rien arrangé. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec des volumes qui repartent fort parce qu'on est dans une reprise de cycle. Ouais. Reprise de cycle dopée par le côté, je m'étais complètement arrêté l'an dernier avec le Covid, donc c'est une reprise de cycle qui est extrêmement forte. Donc il y a des volumes qui sont extrêmement forts et des prix au niveau du fret qui sont tendus et qui manifestement vont pas se détendre rapidement. Donc du côté des opérateurs du fret, mais même jusqu'à ceux qui font le dernier kilomètre, on a vu les résultats du PES qui étaient excellents, qui fait un gap énorme. On voit bien que là ça marche. Et du côté des extracteurs de matières premières, c'est une similitude puisque c'est des gens qui avaient arrêté d'investir il y a quelques années et donc qui ne peuvent pas répondre au surcroît de demande. Ils sont submergés par la demande. Voilà, l'offre elle est complètement contrainte, donc ils ont la capacité à aller en faire plus, mais pour l'instant ils sont contraints et entre le moment où ils décideront des investissements et le moment où du cuivre, de l'aluminium ou autre va sortir des mines, on parle en mois ou en années. Et donc, il y a des prix qui sont tendus sur toutes les matières premières, une demande qui est forte. Et donc là, aussi, du côté des producteurs de matières premières, ça marche très bien. Et c'est un vrai thème d'investissement, finalement. Ces histoires de pénurie, on voit bien se dessiner les secteurs gagnants. Alors, on verra combien de temps le marché met pour s'équilibrer. Hier, le patron de ST Micro, Jean-Marc Chéry, qui était avec nous à la mi-journée, il dit maintenant, c'est 6-9 mois de délai d'attente pour un composant critique. Les pénuries dans notre secteur risquent de durer au moins jusqu'au premier trimestre 2022, c'est-à-dire qu'on en a pour un an encore. Et en train de se mettre en place des logiques de je surstocke. Parce que je crains la pénurie, donc je surstocke. Donc là, la Chine, la consommation de cuivre en Chine sur le premier trimestre, elle est au-delà de ce que la Chine a besoin pour produire. Donc là, il y a des logiques qui se mettent en place. De stocks stratégiques qui se mettent en place. Alors, s'il y a ceux qui profitent de la pénurie, il y a en revanche ceux qui la subissent. Et c'est vrai qu'il faut peut-être dire un mot du secteur automobile, alors qui était un des grands leaders du marché jusqu'à il y a quelques semaines, et ça fait partie peut-être des petit changement de tendance qu'on a pu observer en avril. C'est très récent, mais on le voyait sur le mois de mars. Je vous décrivais comme le secteur automobile qui s'est très bien, malgré la hausse des matières premières et malgré la pénurie des semi-conducteurs. Et Volkswagen qui s'était envolé, l'effet électrique de partout. Non, la cure. Et là, ça commence à coincer. On a vu le profit warning de Ford et je pense que c'était le déclencheur. Donc là, typiquement chez nous, voilà, c'est un secteur qui est en accélération, qui passe en pause. Il va falloir surveiller de très près. La pause, entre guillemets, c'est pas forcément grave. 2 fois sur 3, on repart en accélération. Il va quand même falloir regarder parce que d'un point de vue des fondamentaux, on peut s'interroger sur la soutenabilité des cours de bourse versus la réalité opérationnelle. C'est un point clé. Pause, ça ne veut pas forcément dire retournement de tendance, et vous dites même dans la majorité des cas,
une pause permet de repartir 2 fois ensuite. sur 3, c'est de l'accélération. Ouais. Statistiquement, on a regardé sur 30 ans. Mais voilà, aujourd'hui, on se retrouve, quand on regarde dans les secteurs, tout ce qui était en accélération passe en pause. Tout ce qui était en controverse, donc qui était en train de vouloir sortir, reste en controverse, voire retourne en baisse. Donc voilà, on a un marché qui est en train de faire son tri. Donc quand on regarde les indices, on est sur les plus hauts et ça paraît simple, entre guillemets. Suivre la performance, ça l'est moins parce qu'en fait, on est sans arrêt bousculé et les tendances sont sans arrêt testées. Jean-François. Non, je voulais faire le complément de l'approche microéconomique sur les chaînes de production avec l'approche macroéconomique liée au climat, à l'environnement et aux nouvelles normes. Puisque quand on parle de plan de relance en Europe, aux États-Unis et même en Chine, on a des gouvernements. Vous avez vu Biden et son sommet sur le climat. Vous avez vu les élections allemandes à l'automne et la poussée de l'écologie. Vous avez vu le Green New Deal en Europe. Il y a un côté digital, il y a un côté environnement. Tiens, c'est les deux thèmes qu'on vient d'évoquer. Et je pense que du coup, les entreprises, d'un point de vue microéconomique, se rendent compte qu'il peut y avoir des problèmes d'approvisionnement à court terme liés à cette reprise. Donc la forêt, enfin voilà, on pourrait parler des énergies nouvelles. La forêt pour le bois de construction, c'est ça, c'est ça, voilà. donc, et quelque part, ça fait le lien avec les thèmes qui marchent très bien sur les fonds. Hein, vous avez des fonds timber, des fonds water, des fonds océan, des fonds énergie renouvelable, etc., qui profitent un petit peu de ces nouvelles opportunités parce que quelque part, l'approche macroéconomique top-down va obliger les entreprises à se positionner par rapport à ça. Et ça sera sans doute encore un souci pour des chaînes de production ou inflationniste, parce que ça va impacter les importations futures qu'on avait l'habitude en flux tendu d'avoir depuis la Chine, ou de renchérir les coûts de production s'il faut verdir ou s'il faut changer la production et la manière dont on produit l'ensemble de ces biens et services. Donc c'est un élément qu'il faut avoir en tête sur l'impact futur des marchés financiers. On a parlé même sur Bismart de taxonomie, hein, je crois que vous avez reçu des NCA il n'y a pas longtemps et des spécialistes. Donc c'est quelque chose qui est intégré par les gérants, qui est quelque chose qui est intégré par des investisseurs qui se disent tiens, il y a quelque chose qui se passe un peu plus loin que la période Covid, qui va impacter nos marchés, qui va impacter nos entreprises. Qui va driver beaucoup des flux de marché aujourd'hui et demain, et pour longtemps. C'est 600 pages, c'est 70 secteurs impactés, donc tout va être normalisé, le financier comme l'extra-financier. C'est des contraintes réglementaires, finalement, qui vont venir réorienter certains flux de marché. Donc il va falloir l'intégrer dans l'appréciation des valeurs des entreprises et l'impact sur l'inflation, tout bêtement. Sans remettre en cause, évidemment, ce mouvement et cette transition écologique au sens large, et évidemment la finance a tout son rôle à jouer là-dedans. On regarde quand même la partie des entreprises qui sont les pure players de la green tech. Alors évidemment, ça a été spectaculaire en 2020. Je ne sais pas ce qu'on peut en dire à fin avril, Bertrand, mais en tout cas, sur le premier trimestre, on a vu des dégagements assez violents sur certaines pépites, justement, pure players de la green tech. On est en berne, là, carrément. Enfin, j'ai eu un dossier comme Solaria, dont je vous avais parlé, donc, qui font des fermes solaires essentiellement en Espagne. On est divisé par deux sur les points hauts. Ah, c'est ça. Donc clairement, là, les investisseurs, ils sont en train de sortir de cette thématique. Je cite celle-là, mais c'est la même sur d'autres, quoi. Donc on n'est clairement pas sur des points hauts sur ce type de valeur. Alors est-ce que c'est le sujet des matières premières, parce que c'est des gros consommateurs de cuivre, et donc globalement, les investisseurs sont en train de se dire, OK, il y a une vraie demande, ça va continuer, on va continuer à avoir des fermes solaires, avoir des fermes éoliennes. Par contre, je vais adresser cette thématique via les matières premières, puisqu'il y aura une consommation de matières premières, et plus vers eux qui... La question va se poser de la répercussion de la hausse de ces matières premières dans leur prix. Donc, est-ce qu'ils vont avoir des PPA, enfin des prix de vente à terme de l'électricité qui vont remonter? Jusqu'à présent, c'était plutôt en tendance baissière, mais ils se rattrapaient parce qu'ils achetaient très bien. Il y avait des surplus de plaques solaires, donc jusque-là, ça allait. On voit que voilà, on est peut-être au moment où ça peut un peu pincer, et donc il y a peut-être une logique à aller chercher plutôt de la matière première en direct qui va profiter de cette dynamique-là. Parce qu'on est extrêmement tendu. Sur l'automobile, si l'Europe réussit son plan automobile électrique, ça va rien que l'Europe, à elle seule, elle va absorber le surcroît de production de l'industrie du cuivre. L'industrie du cuivre, il nous reste à peine 1% entre l'offre et la demande. On a vu un cuivre à plus de $10,000. Juste sur le véhicule électrique, je ne vous parle pas du reste. Donc on voit que c'est extrêmement tendu. Et comme de l'autre côté, je vous le disais, ils vont avoir du mal à augmenter le truc. Donc du coup, après, il faut aller regarder aussi du côté du recyclage. Parce que là, les acteurs du recyclage commencent à sortir des bons chiffres. Ils vont être portés parce qu'ils ont des prix qui sont relativement élevés. Alors,
peut-être dans un premier temps, ça peut coincer un peu parce qu'ils vont être obligés de faire pas mal d'investissements. Pour autant, on sent qu'il y a une dynamique qui est là. Et là, pour le coup, en termes de critères ESG, c'est plutôt bon pour tout le monde, quoi. Ouais. Sur les secteurs un peu emblématiques aussi, le secteur bancaire. Alors, BNP publie aujourd'hui, les chiffres sont très bons, mais on voit peut-être que le marché est tenté de prendre un peu de profit pour ceux qui ont accumulé de la performance à travers les banques. Est-ce que c'est un moment clé pour le secteur emblématique quand même du rattrapage value, avec en plus la mécanique de remontée des taux, repentification des courbes de taux aux États-Unis, mais également en Europe, il faut le noter, on est à moins 20 points de base sur le 10 ans allemand ce matin, Bertrand. C'est un moment clé, c'est un moment make or break là, pour le secteur bancaire et l'emblème value en Europe. Forcément, chaque jour qui passe nous en rapproche. On était déjà à ces niveaux-là. Si on prend BNP, qui était déjà pas très loin des 54 il y a un mois, on voit bien que ça bute jusque-là. C'est le niveau de février 2020, c'est ça qui est intéressant. Il y a les secteurs qui ont tout repris et plus encore. Il y a ceux qui sont encore en dessous. Et puis il y a ceux qui sont là sur les niveaux juste d'avant-crise. Il va falloir surveiller de près puisqu'on a vu donc une remontée folle sur les taux donc aux États-Unis, qui sont montés à 1,75, revenus du niveau de 1,60. Mais à partir du moment où la Banque fédérale dit moi jusque 2 et au-delà de 2 je bouge pas, il est quasiment sûr que les investisseurs vont aller tester la réaction de la Banque fédérale. Donc il est probable que dans les temps à venir, le 10 ans va aller du côté des 2 ou des 2,10 juste pour voir la réaction, aller tester la limite. Donc du coup, par répercussion, avec un peu moins d'ampleur, on risque de voir aussi une remontée du Bund. Et donc ça, logiquement, c'est favorable sur les acteurs financiers. Et il faudra voir, parce que ce qui est intéressant de regarder, c'est que dans les publications qu'on va avoir, il faut voir quelle est la projection des banques sur le coût du risque. Logiquement, vu ce qui est en train de se passer, le peu de défauts, les plans de soutien qui arrivent, alors même s'ils vont mettre un petit peu de temps, le coût du risque, il faudra apprécier est-ce qu'il est à sa bonne mesure ou est-ce qu'il n'est pas un peu survalorisé, ce qui est probable. Mais ça, après, ce sera du cas par cas. Il baisse nettement. Dans les résultats de BNP, là, on voit effectivement le coût du risque est ramené quand même à des niveaux assez bas. Si effectivement, par rapport à ce qui a été réalisé, quelles sont les projections. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est ce qu'il va falloir aller scruter, c'est dans les projections des banques et des assureurs, sur leur plan 2024, 2025 selon les compagnies, ce qu'ils anticipent sur les taux court terme. Parce qu'à partir du moment où vos dépôts, si on est dans les banques, ne vous coûtent plus, déjà le fait que les dépôts ne coûtent plus et éventuellement qu'ils commencent à rémunérer, ça change carrément la physionomie de l'investisseur qui va regarder les banques en se rappelant que il y a gros à faire sur la trésorerie. La repentification qui est excellente aussi pour les assureurs. Donc, en fait, on voit bien qu'il y a des éléments qui sont en train de germer. Il manque le déclencheur. Mais le jour où il y a le déclencheur, 20-30%, ce sera juste... Quand on regarde en termes de valorisation, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on est sur des niveaux de valorisation qui ne sont pas élevés sur les banques. Les matières premières, je vous en parlais, on est sur des valorisations, on ne les a jamais payées aussi peu cher, les extracteurs. Pareil sur le fret, donc en fait, tout ce qui est en train de bien marcher en ce moment, qui est en train de c'est pas encore cher au soleil, on est sur des indicateurs où 10 c'est pas cher, 0 c'est cher, on est à 9. Pour conclure, Jean-François, je ne sais pas, redire peut-être un mot de la gestion active, là aussi, dans les flux que vous nous apportez à chaque fois, et ça fait déjà quelques mois, il y a quand même l'idée que les investisseurs privilégient aujourd'hui les gérants actifs plutôt que la gestion passive. Oui, sur les 120 milliards depuis le début de l'année sur les fonds actions, il y en a les 3/4 sur les fonds actifs. Donc là, le paradigme a changé. Alors, ce qui veut dire qu'il y a encore des flux sur les ETF, c'est plus de 40 milliards de capitaux sur les ETF, donc ça reste bien évidemment une thématique, un outil très utilisé par des investisseurs. Mais les investisseurs ont compris qu'on parlait de sélectivité, on parlait de conviction, on parlait de rotation. Donc c'est le gérant actif, le vieux loup de mer dans des conditions parfois un peu difficiles, qui va s'en sortir un peu mieux. Et voilà, donc on lui fait confiance, on délègue. Et puis il y a aussi... la capacité d'analyse aussi. Capacité d'analyse, et puis je pense qu'il y a fait aussi un effet marché autoréalisateur. Quand vous arbitrez, vous sortez des fonds actifs et que vous rentrez dans les ETF, il y a un effet autoréalisateur où les indices surperforment les gérants actifs. À partir du moment où c'est plus le cas et qu'on continue on revient sur les gérants actifs, du coup il n'y a plus cet effet indiciel qui est plus porteur. Et donc il y a un effet positif, vertueux qui se met en place pour les gérants actifs qui surperforment à nouveau
les indices. Donc on est parti sur 4, 5, 6 ans. Enfin voilà, si on veut être L'année du positif. stock picking. L'année du stock picking, ça y est, on y est. C'était déjà l'an dernier. L'an dernier, c'est vrai. Gestion active battait la gestion passive l'an dernier. On a fait la différence. On est sorti, enfin, la gestion active est sortie largement positive en termes de performance. Les indices étaient négatifs. Plus compliqué en début d'année, mais logiquement, c'est une année pour les stock pickers. Il y a un changement. Merci beaucoup, messieurs. Merci pour ce tableau de bord que vous nous apportez chaque dernier vendredi du mois dans Smart Bourse. Bertrand Lamiel, directeur général de Ports en Par Gestion, et Jean-François Bay, directeur général de Cantalis. On se retrouve ce soir en direct à 18h30 sur Bismart.